Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons implémenter l'article qui, il y a 10 ans, a révolutionné l'IA générative et nous permet d'être où on en est aujourd'hui. Donc cet article est évidemment les GAN, mené par Goodfellow et son promoteur. J'ai fait dans ma dernière vidéo une explication intuitive, une explication des GAN. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur l'implémentation. Voici les résultats que l'on aura après cette vidéo. Donc, contrairement à beaucoup d'implémentations que vous pouvez voir en ligne, ici on va vraiment suivre à la lettre ce qui est décrit dans l'article. Ça veut dire qu'on va, dans l'article, ils utilisent simplement des MLP. Donc on va utiliser simplement des MLP, pas de CNN. Et je pense que, donc voilà le genre de résultats qui sont produits dans l'article. Et voilà les résultats que l'on produit, que vous aurez à la fin de la vidéo avec le code qu'on va produire. Donc pour moi, c'est assez identique. Et pour être honnête, je pense que vous pouvez chercher en ligne, mais vous aurez du mal à trouver des... En toute modestie, je pense que c'est les meilleurs résultats. En tout cas, en utilisant simplement des MLP. La plupart des gens trichent un peu, utilisent des CNN. C'est OK. Mais je veux dire, si vous voulez vraiment répliquer cet article, il y a peu d'implémentations qui ont des résultats aussi bons. Ok, cela étant dit, plongeons dans l'implémentation. On veut utiliser PyTorch pour tout ce qui est implémentation des réseaux de neurones. J'avais fait une vidéo où on implémentait des réseaux de neurones en partant de zéro. On implémentait les optimiseurs en partant de zéro. Donc si vous voulez, vous pourriez par exemple tout implémenter en partant de zéro, en combinant les deux vidéos. Et même en partant dans un autre langage de programmation, Java, C++. Voilà, évidemment c'est bien de ne pas réinventer la roue, mais imaginons que vous devez travailler dans un langage spécifique qui n'a pas forcément de librairie machine learning, vous pourriez tout implémenter en partant de zéro. Ok, je propose de commencer par la partie entre guillemets qui nous intéresse, ou la plus compliquée, c'est d'implémenter la boucle d'entraînement pour les GAN. Donc notre boucle d'entraînement prend deux réseaux de neurones en entrée, le générateur et le discriminateur, le classificateur et leur optimiseur respectif. On prend en entrée train-X. Donc ici on fait ce qu'on appelle du unsupervised learning, donc de l'entraînement non supervisé. Donc contrairement à l'entraînement supervisé, où on a des entrées X et des sorties Y, donc on a des paires de données. Imaginons des images et leurs classes qu'on a dû labelliser, ça coûtait cher. Pour l'entraînement non supervisé, on n'a pas besoin de classe, on n'a pas besoin d'annoter nos données. On montre juste toutes les données à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle apprend à faire des choses avec ces données. Dans ce cas-ci, on veut l'entraîner pour qu'elle puisse reproduire des données similaires. On spécifie le nombre, pendant combien de temps on veut entraîner, number epoch. Le hyperparamètre K, dont on va discuter dans un moment, et le batch size. Donc ça veut dire combien à chaque itération, combien de données on considère. Donc à chaque étape de ma boucle d'entraînement, je vais faire une descente de gradient. Je vais mettre à jour les poids de mes réseaux de neurones. Et alors, est-ce que je montre 100 données au réseau de neurones et puis je fais une mise à jour des poids? Est-ce que j'en montre 1000, 2000? C'est ça que fait le batch size. Ok. Donc ici, je vais simplement créer un dictionnaire pour loguer mes loss, loguer la loss, donc la perte pour le réseau générateur et la perte pour le réseau discriminateur. Et ici, je vais simplement itérer pendant un certain nombre d'époques. Le TQDM, ça permet simplement de voir une barre de progrès pour savoir où j'en suis pendant mon entraînement. Ok, donc on va commencer par entraîner le discriminateur. Donc c'est un classificateur qui nous dit si les données sont vraies ou fausses. Donc si ce sont des vraies données qui viennent de train-X ou si ce sont de fausses données qui viennent du générateur. Ce qu'on veut, c'est que ce classificateur reste optimal par rapport au générateur parce que c'est lui qui va nous donner le signal d'entraînement. Si le discriminateur est très mauvais, on ne pourra rien apprendre. Donc souvent, ce qu'on veut, c'est que le discriminateur soit un peu meilleur que le générateur et des fois, on veut l'entraîner un peu plus que le générateur. Donc on a ce hyperparamètre K. Imaginons si on met K égale à 2, ça veut dire que pour une descente de gradient, une mise à jour des poids du générateur, on va faire 2 mises à jour des poids pour le discriminateur. Ok, ici par défaut, on fait K égale à 1, donc en fait c'est comme si on n'avait pas ce hyperparamètre. Donc ce que je fais, je vais tirer aléatoirement du bruit.
donc Z. On a créé une fonction sample noise pour ça. On va l'implémenter dans un instant. Et on a une deuxième fonction get midi batch qui permet de tirer aléatoirement des données du dataset et un certain nombre de données qui est le batch size. Donc ici, je tire des Z et des X, donc du bruit et des données de mon dataset. Et puis alors, je calcule ma loss pour le discriminateur. Elle est composée de deux termes. D'une part, on a la fake loss. Donc en fait, je lui donne en entrée des fausses données. Donc pour générer des fausses données, je donne du bruit en entrée à mon générateur. Donc en fait, je donne en entrée des fausses données. Et donc j'utilise la binary cross entropy loss, donc une perte pour tout ce qui est classification. Et je lui dis pour ces données, leur classe c'est 0. Donc pour les fausses données, la classe c'est 0. Donc en fait, la binary cross entropy loss va regarder quelle probabilité le discriminateur met à ces fausses données et il va prendre en compte que la vraie classe qui devrait être prédite, c'est la classe 0. Donc la binary cross entropy loss va calculer la perte. Si le discriminateur prédit que des zéros pour ces fausses données, la loss sera très faible, la perte sera très faible. Au contraire, si le discriminateur fait de mauvaises prédictions, la perte sera très élevée. Et le but, c'est de minimiser la perte. Donc ça, c'est la première partie de la perte. On s'attaque aux fausses données. Et la deuxième partie de la perte, on fait l'inverse. On montre des vraies données au classificateur. Et on lui dit pour ces vraies données, la classe qui doit être prédite, c'est 1. Okay. Ensuite, on fait la moyenne des deux pertes. On remet à jour les gradients de l'optimiseur. C'est très important en PyTorch parce que si vous ne le faites pas, les gradients s'accumulent. Et du coup, à partir de la deuxième itération de gradient, vos gradients ne sont plus bons et vous n'apprenez pas correctement. Donc on remet les gradients à 0. On appelle loss.backward. Ça permet de calculer les gradients pour tous les poids des réseaux neurones, enfin du réseau de neurones du discriminateur. Et puis on met à jour ces poids en utilisant la fonction step. Okay. Et ensuite, on va simplement loguer la loss, la perte. Donc là, la moyenne entre la perte sur les données réelles et la perte sur les fausses données. Ok. Maintenant, on va entraîner le générateur. On suit exactement le même principe. On tire du bruit, Z. On donne en entrée au discriminateur des fausses données générées par le générateur, en donnant Z en entrée au générateur. Encore une fois, on utilise la binary cross entropy loss. Mais ici, vous voyez que la seule différence entre la ligne 40 et la ligne 25, c'est que maintenant on donne des fausses données au discriminateur, mais au lieu ici de donner torch.0, on fait torch.1, parce que ce qu'on veut pour le générateur, encore une fois, ici on entraîne le générateur, pas le classificateur, pas le discriminateur. Donc on veut que le générateur, il aimerait bien donc le générateur c'est un peu comme un contrebandier, le discriminateur c'est un peu comme la douane. Le contrebandier veut que le discriminateur pense que les données qu'on lui donne sont des vraies données. C'est pour ça ici on met told.once. On aimerait bien ici que le discriminateur pense que ces fausses données soient des vraies données. Okay. Donc ça c'est comment mathématiquement on formule la perte pour le générateur. Encore une fois, tout ça est très bien expliqué dans l'article. Si vous ne l'avez encore jamais lu, je vous invite à lire. C'est vraiment un article pionnier qui a vraiment révolutionné l'IA générative. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir ma dernière vidéo où j'ai expliqué de manière intuitive comment entraîner ces deux réseaux. Mais voilà, une fois que l'on connaît les maths ou qu'on connaît l'intuition, on peut mettre ça sous forme de code. C'est la ligne 40. Et ensuite, pareillement, on fait le 0 grade, backward et step. Okay. Donc ça y est, pour la fonction d'entraînement, c'est tout. On va implémenter maintenant le reste qui permet de le générateur, le discriminateur, créer les optimiseurs. Mais voilà, tout ça c'est très simple. Ça sera du PyTorch classique qu'il y a dans tous les tutoriels. La seule difficulté, c'est ces 40 lignes de code. Et vous voyez qu'en seulement 40 lignes de code, on est capable d'implémenter un réseau de neurones qui sera capable de générer des images comme ceci. Alors certes, ce sont des images très simples, mais je pourrais très bien donner des images plus complexes et en termes de rigueur, la boucle d'entraînement resterait exactement la même. Je devrais juste avoir un générateur plus puissant, un discriminateur plus puissant, mais ce code resterait valable et je pourrais générer des images de chats, de chiens, etc. Et c'est la force du machine learning. Je montre simplement plein d'images à mon réseau de neurones
et mon réseau de neurones à pouvoir générer des images similaires. Vous pouvez réfléchir à comment vous auriez fait à l'époque sans utiliser tout ce qui est data-driven. Si vous devriez créer un programme qui génère des chiffres comme ceci de manière aléatoire, essayez de réfléchir à comment vous feriez. Mais voilà, c'est très complexe, ça demanderait de créer des heuristiques et ça prendrait certainement des dizaines de milliers de lignes de code. Et ici, ça nous prend seulement 40 lignes de code. On montre juste plein de données à l'intelligence artificielle et celle-ci à pouvoir générer des fausses données. Donc c'est très puissant. Ok, le générateur, on va simplement implémenter MLP. Donc c'est un MLP avec 3 layers. On utilise relu comme fonction d'activation dans le réseau. Et pour la dernière valeur, on utilise une tangente hyperbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos données, on va les, lors de la phase de processing, on va faire en sorte que nos données soient entre -1 et 1. Donc on veut que le générateur génère des données entre -1 et 1. Et là, la tangente hyperbolique va permettre de faire ça. Ok, c'est pour le générateur. Maintenant, le discriminateur. Pour lui, on va utiliser le liquid relu pour la fonction d'activation. Et vu qu'on veut prédire une probabilité, ici, vu qu'on n'a que 2 classes en sortie, on n'est pas obligé de sortir 2 valeurs et puis utiliser le softmax. On peut utiliser une seule valeur. Vu que la deuxième valeur est simplement A moins la première, si on donne 2 valeurs en sortie, entre guillemets, notre réseau de neurones est over-parameterized. J'utilise 2 sorties pour prédire 2 valeurs, mais en fait, je pourrais en utiliser une seule. Parce qu'il y a une équation qui lie les deux sorties. Donc en fait, ici, on va sortir seulement une valeur. Et on utilise la sigmoïde pour faire en sorte que la valeur soit entre 0 et 1. Comme ça représente une probabilité. Donc en fait, en sortie, on a la probabilité que l'image est fausse. Mais du coup, si je fais 1 moins ma valeur, j'ai la probabilité que mon image soit vraie. Okay ? Donc c'est pour le générateur et le discriminateur. On crée une fonction pour tirer aléatoirement match size image des données d'entraînement. Okay ? Donc fonction très simple, on tire juste aléatoirement des images. Sample noise pour tirer aléatoirement d'une distribution normale. C'est pas le code le plus efficace pour le faire. On aurait pu le faire en une seule ligne de code, mais c'est un code qui fonctionne, qui est correct, qui est efficace. Voilà, ça tire aléatoirement d'une distribution normale. Ça permet de donner le bruit au générateur. Et pour chaque bruit différent, le générateur va générer une image différente. Ensuite, il suffit de mettre tout ensemble. On a utilisé Keras, mais pas pour la partie machine learning ou code. On utilise simplement la fonction load data de Keras qui va nous permettre de loader les données MNIST et du coup de mettre très facilement de télécharger les données automatiquement et de les loader sans devoir aller sur Internet, les télécharger, les mettre dans un fichier, etc. Nos données, ce sont des images sur 8 bits, donc les valeurs vont de 0 à 255. Donc nous, ce qu'on fait, on va les process, on va les mettre entre -1 et 1 et les transformer en float. Okay ? Une fois que c'est fait, on peut créer nos réseaux de neurones. Donc je crée mon discriminateur et mon générateur en instant sur les classes qu'on a créées. Je crée mes optimisateurs. On va utiliser SGD pour Stochastic Gradient Descent, un learning rate de 0.1, un momentum de 0.5. Tous ces paramètres, ils viennent de l'article initial. J'ai simplement repris les paramètres mentionnés dans l'article. C'est pareil pour toutes ces fonctions d'activation, pour toutes les valeurs que vous voyez, le batch size, etc. Et finalement, une fois qu'on a implémenté, qu'on a créé tout ceci, on peut l'envoyer de la fonction d'entraînement et ensuite on peut utiliser le générateur pour générer de nouvelles images de façon aléatoire. Donc ici, c'est simplement un code très simple où je crée une grille de 5 images par 5 images. Donc je dois tirer aléatoirement 25 images. Donc ça veut dire que je crée 25 valeurs Z, 25 valeurs de bruit. Je les donne au générateur. Le générateur transforme ces 25 bruits en 25 images. Et puis ensuite, je crée une grille et je montre les images. Et ça donne ce résultat. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, prenez vraiment le temps de vous abonner pour d'autres vidéos, genre plein de vidéos qui vont venir sur l'apprentissage profond, sur l'apprentissage par renforcement, sur les modèles de diffusion, sur les modèles de langage, plein de choses chouettes à venir. Prenez le temps de mettre un pouce pour vraiment envoyer un signal fort à YouTube. Prenez le temps de commenter, même un bête commentaire. Je vous remercie d'avance et on se voit pour la prochaine vidéo.